youtubeurs, amis motards, amis de la chaîne vidéo 45e Parallèle Nord, bonjour. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. Bon, j'ai jamais pu la faire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ensuite, dans le garage il faisait beaucoup trop chaud, je tenais pas 5 minutes. Donc maintenant je prends le temps de la faire. C'est une vidéo pour vous aider dans la préparation de vos raids moto sur les outils à emporter, les pièces de rechange à emporter, qu'est-ce que je dois emmener, qu'est-ce que je ne dois pas emmener, pour trouver le bon compromis de l'utilité que je vais en avoir sur la moto et de limiter aussi l'encombrement et le poids sur la machine. Donc on va voir ça un petit peu en deux parties, parce que il fallait que j'en profite aussi pour faire une révision sur le dromadaire, sur la BMW R100 GS. Là ça fait quelques temps qu'elle n'a pas tourné, donc malgré qu'elle n'ait pas tourné, les liquides dedans, les huiles, tout ça, ça vieillit un peu. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi une vidéo en même temps sur les outils, les pièces de rechange et sur une révision de moto? Et bien vous allez voir que c'est lié, et plus que lié, pour que justement vous fassiez le bon choix et éviter des erreurs. Donc il y aura un petit peu, ça va se décomposer en deux petites parties, hein, c'est lié. L'outillage, les outils à emporter et les pièces de rechange à emporter. Voilà. Donc on va voir ça, parce que ce qu'il faut quand vous allez partir, alors on va prendre les outillages et les pièces de rechange pour la vraie balade, hein, pour le vrai raid. C'est-à-dire si vous partez un week-end, vous prenez la trousse de base de la moto, peut-être un kit tubeless crevaison si vous avez des tubeless, point barre. Par contre là, on va s'orienter sur un départ de 4 semaines, 10 000 km. Hein. Et puis bon, c'est vrai qu'on va s'orienter plus sur une moto relativement ancienne, alors qu'avec les nouvelles motos, avec les systèmes d'injection, les systèmes électroniques, ce sera vraiment différent. Mais je pense que quand même dans la philosophie du choix des outils et des pièces, on va s'y retrouver. Ok? Allez, on voit ça. Alors la première erreur à éviter, enfin l'erreur surtout à éviter, c'est de faire ça. Bon, alors je vais partir pour un mois, je vais partir pour 10 000 km. Bon allez, je vais prendre du 6, je vais prendre du 8, je vais prendre du 10, je vais prendre du 11, je vais prendre du 12, comme ça on ne sait jamais, ça peut servir. Je vais peut-être prendre du 15, du 17, puis peut-être du 21. Et puis il me faut l'équivalent en clé à pipe, donc je vais les prendre. Et puis il va me falloir une pince pour serrer, peut-être une clé anglaise pour finaliser. Je mets tout ça dans un sac ou une sacoche dédiée à l'outillage, et là vous partez avec 12 tonnes de matériel, 250 mètres cubes de valise derrière, et la moto qui part sur la roue arrière parce que vous êtes hyper chargé. Ça, c'est à éviter. Ce qu'il faut faire quand vous préparez vos outils, ou que vous préparez vos pièces de rechange, je vais vous donner la solution. Donc quand vous préparez votre trousse à outils, posez-vous deux questions. La première, au cours du raid, à un mois, 10 000 km par exemple, on va voir pourquoi, parce que ça simplifie un petit peu les données. Quelles sont les manipulations de maintenance courante que je vais avoir déjà à faire sur ma machine? Quelles sont les manipulations de maintenance? Alors sur ce type de moto, qui est une moto, je l'avoue, un peu ancienne, quelles sont les opérations de maintenance que je vais être amené à faire? Alors, je vais prendre un stylo et je vais me les marquer sur un papier. Vidange moteur? Allez, disons oui. Sachant que quand vous partez pour un grand raid comme ça, vous faites une vidange juste avant de partir, vous mettez de l'huile neuve et vous partez pour 10 000 km. Après, si vous faites votre vidange à 11 000, 12 000, c'est pas dramatique. Quand on est parti au Cap Nord avec Noé, on a fait 13 500 km, j'ai pas fait de vidange en cours de route. La moto, elle va pas vous mettre un coup de pied parce qu'à 10 000 km, vous faites pas votre vidange. C'est pas bien grave.
hein, vous pouvez être 2000 km de plus, mais admettons, je dois faire la vidange moteur. La vidange boîte de vitesse, non, apparemment non. Vous partez pour une vidange, c'est tous les 20 000 km environ sur la boîte. Mais admettons qu'il y ait eu un souci, que la moto soit tombée lors d'un passage à gué, elle est pleine d'eau ou elle a pris un peu d'eau. Par précaution, je vais faire une vidange boîte. Vidange pont, là c'est une transmission par cardan. Il y a un pont, on va voir tout à l'heure, on va détailler un petit peu. Il n'y a pas de raison de faire une vidange pont et de changer le liquide de pont parce que pareil, c'est parti pour 20 000 et puis même si vous la mettez un peu dans l'eau, ça reste bien étanche. La boîte aussi, mais bon. Qu'est-ce que je vais être amené à faire? Vérifier les bougies. D'accord, donc il va falloir que je puisse démonter les bougies, nettoyer les bougies, éventuellement changer les bougies, ça on verra après. Le filtre à huile, moi sur la moto, c'est un filtre à huile de voiture. Il a été déporté pour faciliter la maintenance, parce que sur les boxers, sur les séries 7, là, il est un petit peu fastidieux à démonter. Il y a 3 joints, un joint plastique, un joint carton, c'est pénible. La facilité de maintenance, il va falloir que je change. Allez, disons oui. Voilà, on va dans le plus. Le filtre à air, il va falloir que je puisse enlever mon filtre à air, le nettoyer. Sur cette moto, on verra qu'elle est équipée d'un filtre à air KN, donc de la marque KN. Donc ce sont des filtres à air qui ne se changent pas, qui se nettoient simplement, hein, des petites ailettes métalliques très très fines. Donc l'avantage c'est que si vous êtes dans une zone sableuse où il y a de la poussière, etc., vous n'avez pas un filtre papier ou un filtre éponge qui sont toujours pénibles à nettoyer, qu'il faudra changer régulièrement. Là c'est un filtre qui se nettoie, hein. On passe sous l'eau, on passe un coup de jet haute pression, et puis on le fait bien sécher, et c'est reparti. Mais admettons qu'il faille ouvrir la boîte à filtre. Plaquettes de frein, pourquoi pas? Il va peut-être falloir que je vérifie mes plaquettes, éventuellement que je les change. Donc, je vais noter ça. Si vous êtes équipé d'une chaîne de transmission, il va falloir régulièrement que vous tendiez votre chaîne et que vous la graissiez, ou la nettoyez. Si vous êtes dans du sable, vous n'allez pas la graisser. Si vous partez pour 10 000, peut-être que pour 10 000, il faudra changer le kit chaîne. D'accord? Les pneus, vérification des pneus. Alors, évidemment, si vous partez pour 10 000 km, vous allez partir avec des pneus neufs. Et bon, si vos pneus vraiment se bouffent, ils sont vraiment usés, c'est toujours délicat d'emmener un train de pneus. Il faudra essayer de trouver des pneus sur place. Voilà pour les opérations de maintenance. Là, on est purement sur des opérations de maintenance, on n'a pas encore parlé des pannes. D'accord? On va en parler après. Pour les opérations de maintenance, la seule façon de savoir quels sont les outils dont je vais avoir besoin, c'est de faire les opérations. Parce que vous allez voir, si vous ne faites pas les opérations, à un moment donné, il va vous manquer le petit outil à la con, que vous n'aurez pas dans votre trousse à outils et qui va bloquer sur une opération de maintenance, alors que c'est un outil qui fait 50 grammes et qui fait 10 cm de long. Vos opérations de maintenance, vous pouvez très bien les faire dans n'importe quel pays, chez un particulier, en demandant poliment le droit de se mettre dans une grange ou dans un garage, et éventuellement dans un garage mécanique, moto ou voiture, même si vous êtes en Afrique du Nord, vous allez dans le garage, vous dites est-ce que ça vous ennuie si je me mets dans un petit coin, je fais mes opérations, je vous donne un billet, et en plus il récupère les huiles usagées. Et vous allez voir, si vous lui donnez le billet, c'est très rare qu'on vous dise non. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr d'avoir le bon outillage, on va faire sur l'AGS la vidange moteur, on va faire la vidange boîte, on va faire la vidange pont, démontage d'une bougie, changement du filtre à huile et ouverture simplement de la boîte à air, parce qu'on verra que ça c'est très très facile, et une vérification de plaquettes. Bon, chaîne de transmission, ça va être difficile, et le cardan, il n'y a rien à faire. Ok, on va partir pour ça. Donc j'ai utilisé mon petit établi maquette, hein, et il y a toutes les petites peintures et tout, le petit compresseur, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Sur mon établi, j'ai disposé d'un côté, donc sur le côté gauche ici, l'outillage nécessaire que vous allez être amené à emporter. Et sur la partie plus à droite, ce sont les pièces de rechange, quelques pièces de rechange. D'accord? Voilà.
pour vous présenter brièvement les outillages, voilà en gros à quoi ça tient. Ça, c'est ce que vous aurez sur la moto. Je vous détaillerai ça au fur et à mesure de l'avancement de la maintenance et puis des questions qu'on va se poser sur les réparations. Une première opération de maintenance qu'on va faire, qu'on peut être amené à faire en raid, ça va être la vidange moteur. Pour pouvoir accéder à l'écrou de vidange qui est dessous ici, il va falloir déjà que je démonte mon sabot de protection. Donc mon sabot, bon, je ne vais pas passer la caméra dessous, c'est pas utile. Il y a 4 vis qui fixent le sabot, ce sont des vis Torx. Donc ces vis Torx, elles ont une tête plate, c'est-à-dire qu'elles ne dépassent pas du sabot. Si vous prenez une pierre ou si vous faites un franchissement sur un rocher, les têtes de vis ne dépassent pas, donc c'est l'avantage. Donc pour pouvoir démonter ces vis Torx, je vous conseille, moi, surtout si vous en avez d'autres sur la moto, de prendre une petite boîte à outils comme ça. Au-dedans vous avez donc une petite clé en plus, enfin une petite, c'est une clé dynamométrique ici, et là vous avez tous les embouts, que ce soit, enfin tous les embouts, des gros embouts en tête hexagonale et en tête Torx. Voilà. Donc l'avantage c'est qu'ici dessous, pour passer un tournevis Torx ou quelque chose, c'est pas bien pratique, alors que là vous avez forcément un déport à 90 degrés et ce sera beaucoup plus pratique pour dévisser et pour revisser vos vis. Voilà, donc première opération. En plus ça vous pouvez l'utiliser sur d'autres vis de la moto, c'est pas très gros, c'est pas très lourd et c'est bien pratique. Ok. Donc moi, pour pouvoir démonter le sabot, il faut que je mette la moto sur béquille latérale. Voilà, j'ai démonté le sabot et je mets ici les vis sur une sorte de plateau, moi c'est en métal. Si vous êtes en raid, en balade, que vous faites ça, admettons que vous démontez quelque chose au bord de la piste, mettez un chiffon. Voilà, vous remplacez cette plaque par un chiffon et vous posez vos vis dessus. Ça, vous êtes sûr que si elles tombent, que vous n'allez pas les chercher dans le gravier ou quoi que ce soit. Si vous vous apercevez que la vis est un peu foireuse, il faut la changer. Hein. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir de la visserie de rechange. Donc maintenant je me pose la question, j'ai enlevé mon sabot, en plus je me suis aperçu que le sabot il n'y avait pas une goutte d'huile dedans, donc c'est un bon signe pour une moto qui a 200 000 km. La deuxième question c'est quel outil faut-il pour desserrer mon écrou de vidange qui est dessous. Bon, sur la moto ici, sur la béquille centrale, j'ai une plaque de protection. Cette plaque de protection, quand la moto est sur béquille centrale, je ne peux pas avoir accès à l'écrou de vidange, donc je suis obligé de la mettre sur latérale, de desserrer mon écrou et de l'enlever bien sûr, et une fois que l'huile s'écoule, je peux la mettre, bon je la laisse bien s'écouler évidemment, et ensuite je la mettrai sur centrale quelques minutes, de longues minutes, pour que le reste s'écoule tranquillement. Donc quel est l'outil que je dois avoir pour ouvrir? Donc ici, bon, c'est un gros écrou avec une tête 6 pans creux, donc c'est très bien parce que on peut forcer dessus, ça ne s'use pas, hein, parce que des fois on a des écrous classiques avec une clé de 15 ou de 14 et ça peut riper et ça peut marquer, alors que là on rentre bien dans l'écrou et c'est relativement facile. Donc la première des choses avant d'ouvrir l'écrou de dessous, c'est d'ouvrir le bouchon de remplissage ici pour qu'il y ait un appel d'air, hein, tout simplement, pour que ça fasse une petite dépression. On voit que l'huile est un petit peu noire. Donc j'ai ouvert mon orifice de remplissage. Donc je vais aller desserrer l'écrou et faire une vidange moteur. Voilà. C'est bien serré, le petit claque qui va bien. L'avantage de ces têtes hexagonales, c'est que voilà, ça ne marque pas. Et je vidange.
Je récupère l'écrou. La vidange ici, ça s'écoule légèrement, donc je vais pouvoir la mettre sur centrale pour que l'huile soit bien à l'horizontale, enfin se répartisse de façon uniforme sur la moto et que ça s'écoule. Et je vais laisser, je peux la laisser comme ça, je vais la laisser 1 heure pour être tranquille. Alors attention, selon les constructeurs, certaines vidanges se font à froid, d'autres se font moteur chaud. Ici, on fait une vidange moteur froid. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit que l'huile, voilà, elle tape d'abord la protection de béquille et ensuite elle coule dans la bassine. Donc c'est pas gênant, hein, ça fait un peu d'huile sur la béquille qu'il faudra nettoyer, mais au moins c'est sur béquille centrale et c'est bien horizontal, on laisse couler comme ça. Donc une fois qu'on a vidangé, on attend que ça s'écoule. Hein. Si vous avez le temps, laissez s'écouler 1 heure, 2 heures, le plus possible c'est mieux, mais au bout de 2 heures déjà vous avez bien vidangé, c'est pas les peu d'huile qui va rester au fond qui va faire quelque chose. Il faudra ensuite refermer l'écrou de vidange évidemment avec la rondelle d'étanchéité et remettre de l'huile. Donc là c'est de la 20-50 pour la mémère là, parce que quand il fait chaud, il ne faut pas qu'elle monte trop en température pour avoir une huile qui lubrifie bien. L'huile, n'emportez pas de l'huile pour faire une vidange. Ici il y a 2 litres 250 je crois, quand on va changer le filtre. Prenez un petit bidon d'huile pour faire la pointe de temps en temps, hein, prenez 1 litre, mais si vous avez à faire une vidange, quel que soit le pays où vous allez aller, s'il y a des voitures, il y aura de l'huile. Donc vous prendrez l'huile, même si ce n'est pas de l'huile hyper conforme, de toute façon ce qu'il faut c'est que votre moteur soit lubrifié. Et ça va le tout. Hein. Mais on lui met de la 20-50 quand même pour qu'elle soit la plus en forme possible, hein, mes mères. Donc l'huile. On récapitule. Je pars en raid pour une vidange moteur. Qu'est-ce qu'il me faut comme outil? On l'a vu. Des clés Torx avec une petite clé dynamométrique. Il me faut une clé 6 pans creux de cette taille là. Donc pour l'instant vous n'avez pas besoin d'emmener toutes les tailles de 6 pans creux. On en est une déjà. Il me faut la pièce de rechange, la bague d'étanchéité et trouver de l'huile sur place. Vidange moteur à faire classer. Au niveau de la vidange, ici, je fais la totale. Je vais donc changer le filtre à huile, ce qui va me permettre d'évacuer l'huile qui est vieille à l'intérieur du filtre et ici. Donc l'avantage ici, c'est que le filtre il est à l'extérieur, hyper facile. En cas de chute, c'est quand même protégé. Mais pour démonter ça, il me faut un outil spécial. Il me faut la clé à filtre. Donc la clé à filtre, eh bien, il va falloir que je l'emmène dans ma trousse à outils, alors que je n'aurais peut-être pas prévu de l'emmener. Facile à mettre, je mets ici, je serre au niveau du filtre. Ça va me prendre comme si j'avais une main de fer, hein, dans un gant de velours. Voilà, je serre bien. Pour la vidange de la boîte de vitesse, il faut retirer l'écrou de remplissage qui est ici, pareil pour faire un appel d'air comme sur le moteur, et desserrer l'écrou qui est dessous. Donc même question, quels sont les outils dont je vais avoir besoin? Il me faut une clé 6 pans creux pour ouvrir mon écrou. Voilà, et au miracle, je me rends compte que cette clé ici, c'est la même que pour desserrer l'écrou de vidange moteur. Donc j'ai déjà besoin d'une seule clé pour les 2 écrous. Ici, je vois que j'ai la bague d'étanchéité. Celle-ci sera à changer, elle est un petit peu écrasée. Voilà. Et dessous, donc, j'ai un écrou au niveau de la boîte. Je récupère mon écrou. Et l'outil nécessaire, c'est une clé de 19.
Alors là, je viens de m'apercevoir qu'une clé à pipe comme ça, c'est pas très pratique. Il vaudrait mieux avoir la petite clé à cliquer qu'on a vue tout à l'heure avec une douille de 19. Comme ça, vous avez qu'un seul outil, la clé à cliquer, et vous prenez une douille de 19. En plus, vous avez plus de force qu'avec ça où c'est pas très pratique. Et je m'aperçois aussi que j'ai la bague d'étanchéité. Et ce qui est formidable, c'est que c'est les mêmes bagues d'étanchéité sur les 3 écrans. Donc, gain de pièces, plus facile à gérer. Voilà. Donc, troisième vidange, on est sur le même principe. Un écrou de remplissage en partie supérieure, un écrou de vidange qui est dessous. Donc, je m'aperçois que pour ouvrir l'écrou de remplissage, il vous faut une deuxième clé Allen. Une clé un petit peu plus petite que la précédente. D'accord ? J'ouvre mon écrou de remplissage. Voilà. Et ici, je m'aperçois qu'on est sur la même clé, une clé de 19, que la clé de vidange de boîte. Voilà, donc ici, un peu de vent, c'est un peu pénible. Le pont est en train de finir de se vidanger. Voilà. Je vais mettre un petit chiffon ici pour éviter. Ça vienne trop sur le jante. Voilà. Vous avez en résumé ici sur le plateau l'ensemble des outillages nécessaires que vous devez avoir pour pouvoir faire une vidange moteur, une vidange de boîte, une vidange de pont. Il vous faut une clé, voilà, une clé à cliquer avec un embout Torx pour dévisser les vis du sabot, une clé de 6 pans de cette grosseur là pour dévisser l'écrou de remplissage de la boîte et du moteur, une clé 6 pans plus petite pour dévisser l'écrou de remplissage du pont et pour pouvoir desserrer les écrous de vidange au niveau du moteur et de la boîte. Vous avez une clé de 19 comme ça. Voilà. Donc avec ça, vous démontez tous vos fluides. Vous avez besoin en pièces de rechange des rondelles d'étanchéité qui se trouvent ici. Je crois de mémoire que ces trois-là, ce sont les mêmes, que celle-ci est plus grosse. Voilà. Donc déjà avec ça, vous voyez que c'est le strict minimum, mais que vous faites tout. Alors ce que je vous conseille, c'est de remplacer cette clé ici, qui est assez grosse et assez lourde, par un embout de 19 ici. Comme ça, avec une seule clé, vous faites tout. Bien. Alors, on a vu que pour les liquides, il ne fallait pas grand-chose. Et ben, je continue ma petite checklist. J'ai fait la vidange moteur, j'ai fait la vidange de boîte et j'ai fait la vidange de pont. Alors, il ne faut pas oublier de remettre les huiles, sinon ça merdouille un peu. Mais, le filtre à huile, on en parlera tout à l'heure. Les bougies. Donc, il faut pouvoir démonter, nettoyer les bougies, éventuellement les changer. Et là, il y a des petits pièges. Je vais vous montrer. Alors le petit piège c'est quoi? C'est que comme il y a plusieurs motos, qu'il y a plusieurs cylindrées, il y a plusieurs tailles de bougies. Donc vous pouvez avoir plusieurs types de clés à bougies. Celle-ci où on met à nouveau une clé à cliquer pour pouvoir démonter. Une clé, là vous avez deux tailles. Et là, bon, celle-ci est plus petite, ça c'est pour une 600 XT par exemple. Et vous avez deux trous. Vous passez la petite barre dans les trous et ça fait bras de levier. Et vous avez les clés à bougies articulées pour des bougies qui sont un petit peu difficiles d'accès. Voilà. Donc ça sert à rien d'emmener 25 types de clés à bougies. Il faut simplifier au maximum pour pouvoir démonter vos bougies. On va voir ça. Alors quel type de clé à bougie je peux emmener? Je pars en raid, il me faut un minimum d'outils et un minimum de poids.
Cette clé qu'on a vue, elle y va. Elle est bien pratique parce que avec la clé à cliquer qu'on avait, je peux démonter. Alors attention, il faudra partir du haut pour pouvoir démonter. Alors il y a un caoutchouc, ça permet de bien maintenir la bougie. Cette clé-ci, elle y va, mais on voit que ici c'est trop petit. Je ne pourrais pas passer la barre parce que ça touche la tête de bougie, donc celle-là, je l'oublie. Celle-ci, bien pratique parce que, alors je ne me trompe pas de taille, voilà, c'est plutôt celle-ci. Bien pratique parce que ça vient assez haut. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu encombrant. Celle-ci, elle y va aussi. Alors, est-ce que j'ai besoin d'avoir le système articulé? Pas forcément. Donc, tant que j'y suis, ben, je vais la démonter. Voilà. La bougie. La voici. Un petit peu noire, d'ailleurs. Donc, en résumé, pour moi, celle-ci est bien pratique. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de la clé à cliquer que j'avais pour pouvoir démonter, donc ce qui minimise le volume et le poids. Ce qu'il faut penser, c'est que sur la BM ici, j'ai double allumage, et je vérifie que je ne serai pas gêné ici pour démonter, ce qui est parfait. Voilà. Une fois que j'ai démonté ma bougie, soit je la change, donc il me faudra 4 bougies neuves dans mes pièces de rechange, soit je la nettoie avec une petite brosse métallique. Voilà, on passe comme ça, hein, vite fait. Je peux contrôler éventuellement l'écart de l'électrode avec un jeu de cale. Bon, ça c'est un petit peu riche. Il suffit de regarder à l'œil nu, hein, vous avez à peu près 1 millimètre ici. Si c'est trop écarté, vous pouvez la taper légèrement pour faire revenir l'électrode ou l'écarter légèrement. Là, on est pas mal. Ok. Donc, nettoyer les bougies ou changer les bougies. Je les remonte. Bon, ici j'utilise cette clé là. Et ici c'est particulièrement facile. Et je contrôle aussi vite fait mon antiparasite. On voit qu'ici, et voilà, ouais, ça, un type de panne classique où avec les vibrations, l'antiparasite se dessert, donc il suffit simplement de forcer le câble ici, de serrer. Il y a une pointe métallique qui se visse dans l'âme du câble. Voilà, et là vous tirez légèrement et ça ne va pas bien. Vous voyez, j'étais en limite de panne ici, où le câble de l'antiparasite était prêt à sortir. Donc il suffit de revisser, il n'y a besoin d'aucun outil. Je remets le petit capuchon de protection. Voilà. Et donc ça, je ne vais pas le faire devant la caméra, mais je vais le faire hors caméra, puisque le manip est la même. C'est que je vais vérifier mes quatre bougies à l'identique, la démonter, les nettoyer et vérifier le câblage de l'antiparasite. En pièce de rechange, on verra tout à l'heure, des bougies neuves et éventuellement un capuchon d'antiparasite ou deux. Voilà. Donc, on vient de voir les bougies. Au niveau des outils, je privilégie celle-ci. Elle est moins encombrante. Elle a le petit caoutchouc pour bien aspirer la bougie et ça me permet d'utiliser la clé à cliquer que j'ai déjà utilisée précédemment. Une clé à bougie, une brosse métallique. On passe à la suite de notre checklist. J'ai fait des bougies, oui. Le filtre à air. Donc, la plupart des motos, comme je disais en ouverture, ont des filtres à air qui se changent, filtre à air carton ou filtre à air mousse. Donc il faut, en fonction de votre type de moto, pouvoir ouvrir la boîte à air. Alors, des fois ce sont des vis qui tiennent un couvercle en plastique. Moi, on va voir la simplicité qu'il y a sur cette machine au niveau du filtre à air, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Donc sur la R100GS, la boîte à air, elle est ici, juste devant la batterie.
Donc elle est fermée simplement par des lames à ressort. Alors c'est bien fermé, hein, ça fait bien étanchéité. Voilà. Donc ici j'ouvre deux lames. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai deux lames identiques. Le couvercle donc se soulève. Et dedans j'ai un filtre à air. Donc je ne vais pas le sortir ici parce qu'il n'y a pas besoin. Qui est ici. Hein. On voit cette épaisseur. C'est un filtre à air KN. Donc un filtre à air métallique qui ne se change pas, qui se nettoie quand on a un doute, hein, ou qu'on est dans des zones poussiéreuses ou sableuses. Voilà, j'enlève ma cartouche ici, je la tire, je peux la passer sous l'eau, je la sèche bien avec de l'air comprimé si possible, et j'attends que ça sèche. Voilà, on sèche bien. On remet la cartouche, on ferme la boîte à air ici, et c'est fermé. J'ai une expression, moi je ne la dirai pas tout de suite parce que il y a peut-être des enfants qui regardent. Le filtre à air, c'est terminé. Filtre à air facile sur cette machine. Je continue ma checklist. Alors là, je vais avoir les plaquettes de frein et éventuellement la purge du circuit, voire le niveau de liquide. Donc, au niveau, je parle du liquide, ne prenez pas de liquide de frein, enfin de liquide de frein avec vous, du DOT4 essentiellement, parce que vous en trouverez partout, là où il y a des voitures ou des motos, vous trouverez partout du liquide de frein. Et en plus, si le bidon s'ouvre dans votre top case ou dans votre sacoche, vous allez vous en souvenir assez longtemps. Donc ne prenez pas de liquide de frein, prenez de quoi démonter, de quoi purger. Mais si vous devez faire le niveau, vous achetez sur place. Et en plus, une fois qu'il est ouvert, il est périssable, donc il ne faut pas le garder longtemps. On va voir ce qu'il nous faut comme outil pour pouvoir faire une maintenance sur les freins. Donc sur la R100 GS, facile, il y a un seul disque, avec un étrier Brembo. Donc toute la surveillance se fait ici. Donc ce qui est très pratique sur cette moto, c'est qu'ici vous avez un cache plastique. Vous ouvrez le cache. Voilà, alors des fois il reste un petit peu coincé, mais voilà. Et là, on a accès à la lecture directe des plaquettes. Et je peux voir le taux d'usure de mes plaquettes. Si mes plaquettes sont donc trop usées, je dois les changer. Pour pouvoir les changer pratiquement, enfin de façon plus pratique, il faut retirer, soulever ici l'étrier, enlever les plaquettes, remettre les plaquettes neuves et refixer l'étrier. Donc pour pouvoir desserrer l'étrier, je ne vais pas vous le faire en direct parce que moi les plaquettes sont encore bonnes, même après le Cap Nord. Il faut pouvoir desserrer ces écrous ici. Donc pour pouvoir desserrer ces écrous ici, il me faut une clé 6 pans à laine. Voilà. Là je peux desserrer mon étrier, le soulever, et avoir accès à mes plaquettes. Et oh, chose miraculeuse, cette clé est la même clé que les écrous de vidange boîte moteur. Donc je retrouve cet outil. Une fois que j'ai changé mes plaquettes, il faut que je puisse faire une purge du circuit au niveau de l'étrier. Donc une purge de circuit, je ne vais pas vous le faire ici parce que dans n'importe quelle vidéo vous allez trouver comment on fait une purge, il n'y a rien de plus facile. Il faut retirer les petits bouchons ici, vous avez ici deux écrous de vidange. Donc pour pouvoir vidanger et purger, il faut pouvoir desserrer cet écrou ici qui est le même de l'autre côté. Donc pour desserrer cet écrou ici, il faut une clé plate par exemple, et là où c'est trompeur, c'est que c'est du 11. Hein, qui aurait pensé avoir besoin de 11 sur une moto? C'est un écrou de 11. Donc il me faut au minimum une clé plate de 11, éventuellement ma clé à cliquer avec une douille de 11. Hein, voilà. Et là je peux changer mes plaquettes, purger mon circuit. Donc faire presque la maintenance totale du circuit de freinage, parce que il faut quand même pouvoir ajouter du liquide dans le réservoir. Donc le réservoir de liquide de frein il est ici, donc je m'aperçois en plus que moi il en manque un petit peu. Donc pour pouvoir faire la maintenance ou le niveau ou le changement
du liquide, il faut pouvoir enlever les 3 vis ici. Alors ici je suis mauvais élève parce que moi ce que je conseille c'est de retirer les vis à tête cruciforme ou à tête plate pour mettre des vis 6 pans hein, en inox. Donc c'est plus facile à enlever avec une clé de 6 pans creux. Donc ici comme c'est des vis un peu spéciales je les laisse et moi je m'assure que de temps en temps voilà, je puisse les ouvrir. Voilà, là ça se dessert. Donc un autre outil, il faut un tournevis ici, tête cruciforme pour pouvoir ouvrir mon réservoir de liquide. Et ensuite j'achète du liquide, je fais le niveau et je fais la purge. Donc pour pouvoir faire la purge, il me faut du liquide que j'achèterai à l'endroit où je suis. Et au niveau de l'étrier, il faut pouvoir ouvrir ici l'écrou et à mettre un petit bout de durite qui pend et qui arrive dans un bocal. Donc le bocal vous le trouverez n'importe où. Par contre on verra dans les outils ou les pièces de rechange, pensez à avoir un morceau de durite de ce diamètre là, assez long, d'une trentaine de centimètres pour pouvoir faire votre purge. Au niveau du frein arrière, sur cette moto là c'est un tambour. Donc un tambour, c'est des mâchoires qui vont venir frotter sur le corps de la roue, disons, hein, pour simplifier. On peut régler facilement la dureté du freinage en vissant un écrou papillon ici. Si vos mâchoires sont neuves, elles vous feront, si vous n'avez pas de soucis, vous roulez normalement, elles vous feront plus de 50 000 km facilement. Donc vos mâchoires, une fois qu'elles sont là, que vous vous êtes aperçu qu'elles sont en bon état, vous n'y touchez plus. Donc il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de changement de plaquette sur cette moto au niveau de l'arrière, il n'y a pas de disque à l'arrière. Donc comme c'est un tambour, évidemment le freinage n'est pas super optimum, il faut savoir gérer un freinage arrière-avant sur ce type de moto qui n'a qu'un seul disque. Mais il n'y a aucune maintenance au niveau du frein arrière, sauf éventuellement de tendre ici le levier pour avoir une dureté un petit peu plus franche sur la pédale. Vous avez sur ce plateau l'ensemble des outils nécessaires pour faire la maintenance préventive de votre machine lors d'un raid. Avec les outils qui sont présents ici sur ce plateau, vous pouvez faire la vidange moteur, la vidange boîte de vitesse, la vidange du pont, le changement ou le nettoyage des bougies, le changement ou le nettoyage du filtre à air, la vérification ou le changement des plaquettes de frein avec leur purge, si vous rajoutez une petite durite. Voilà. Alors, je vous rassure, on va prendre un peu plus d'outillage pour des petites manutentions, on verra. Mais disons que avec ça, vous avez les outils nécessaires pour faire toute la maintenance préventive d'une BMW R100 GS. Maintenant, on va voir qu'il peut y avoir d'autres choses qui se présentent à nous lors d'un raid. Bien, vous avez vu qu'avec peu d'outils, on fait beaucoup de choses. Alors j'ai oublié deux petites choses. Ça, quand vous allez refaire votre plein d'huile de boîte, d'huile de moteur et de pont, prenez un petit entonnoir. C'est très pratique. Alors je sais que sur la route, on pourra trouver une bouteille en plastique qu'on va couper, qu'on va retourner, qu'on va bien sécher, mais est-ce que vous êtes sûr que la taille du goulot va rentrer dans votre orifice de remplissage? Donc vous pouvez très bien prendre un petit entonnoir comme ça. Si c'est trop petit, et bien vous mettez votre bouteille en plastique ici, avec le gros goulot, voilà, et là vous avez un gros entonnoir. Hein, ça en plus. Et spécifiquement pour cette moto, ce que je ne vous ai pas présenté parce que c'est vraiment spécifique, c'est la clé pour démonter le filtre à huile, voilà, parce que moi il est extérieur, on l'a vu, et remonter le filtre à huile. Voilà. Donc avec tous les outils que je vous ai présentés, je peux faire la maintenance de cette moto. Maintenant, comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri de surprises, c'est-à-dire d'une panne. On va voir quelles sont les pannes qui peuvent arriver et où il va falloir que j'anticipe sur des pièces, par exemple de rechange, et des pannes vraiment qui arrivent très rarement. Et là, on va voir comment je vais gérer aussi sur
sur ce type de panne. D'accord? Donc là, on a parlé d'une transmission par cardan. Donc évidemment, si vous avez une transmission par chaîne, il va falloir que vous fassiez la même chose au niveau des outils pour pouvoir desserrer votre axe de roue arrière. Quels sont les outils dont je vais avoir besoin pour desserrer mon axe de roue? Éventuellement retirer une goupille, est-ce qu'il ne me faut pas une petite pince? Quels sont les outils que je vais avoir besoin pour desserrer le système de réglage de la tension de chaîne? Donc vous faites la manipulation pour prendre vos outils. Et dans le cas d'une maintenance vraiment préventive où vous voulez changer le kit chaîne, c'est quels sont les outils que je vais avoir besoin pour démonter la couronne, démonter le pignon, changer la chaîne. Et là, je vous conseille un truc, c'est réserver juste les outils au niveau du réglage de la chaîne de transmission, avec la bombe aussi de graissage. Si vous avez besoin de changer un kit chaîne, prenez votre kit chaîne avec vous en pièce de rechange, mais allez dans un garage. Faites-le faire, vous demandez au gars si vous pouvez avoir accès, mais le mieux c'est que vous demandiez à un spécialiste de vous changer le kit chaîn, ou s'il ne sait pas faire, il aura au moins les outils pour pouvoir démonter la couronne, démonter le pignon, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Donc on a vu jusqu'à maintenant la maintenance préventive sur la moto, ce que je dois faire ou ce que je peux faire en prévention, hein, qui fait partie de l'entretien courant de la machine. Maintenant, on va parler de la maintenance curative, hein, ce qu'on appelle ça en aéronautique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut m'arriver comme panne qui puisse m'embêter et me laisser au bord de la piste. Alors la première qui risque de revenir assez souvent, ou qu'on redoute tous, c'est la crevaison. Au niveau du pneu, une crevaison, donc on va voir qu'il faut prévoir quand même un kit de réparation si vous avez des pneus tubeless, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir réparer une crevaison. Alors le kit de réparation tubeless, je vous rassure tout de suite, c'est vraiment pour la crevaison d'école, celle qui n'arrive jamais, c'est-à-dire que vous avez une vis, un clou ou quelque chose dans la bande de roulement ici, entre les crampons. Voilà, là vous pouvez réparer avec votre kit. Si vous avez une déchirure au niveau latéral du pneu, vous pouvez avoir tous les kits tubeless de France et de Navarre, ça sert à rien. Et là il faudra pouvoir démonter votre roue avant ou roue arrière, et emmener votre roue sous le bras, hein, prenez votre roue sous le bras, vous allez faire du stop et trouver un garage pour changer le pneu. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film Un père, un fils, une moto et un cap, on a ici en souvenir le pneu de la Suède 2018, parce qu'on a été obligé de changer le pneu suite à la crevaison et au pneu qui a déjanté carrément, donc il a fallu faire appel à l'assistance. Donc la crevaison. Ce qui peut arriver si vous avez une moto avec des câbles, c'est rupture du câble d'embrayage. Ça peut arriver, le câble ici peut se fragiliser, s'effilocher. Dès qu'il s'effiloche, il faut le changer. Sinon vous allez vous retrouver bloqué. Moi ce que je fais, c'est que en prévention, à poste, il y a déjà le câble de rechange. Voilà. Donc si ça casse, je démonte ici, je change, et c'est particulièrement simple sur cette moto, c'est pour ça que la simplicité des fois a du bon. Le câble d'embrayage, ensuite, bon, on ne le voit pas mais il est prépositionné dessous pour prendre sa place aussi. Une autre panne qui peut vous arriver, vous allez dans des pays froids, des pays humides, des pays voilà, où bon, il va faire froid. Ce que je vous conseille, c'est la nuit, toujours, même si vous avez une moto moderne. Même si vous avez une moto moderne à injection électronique, la nuit, bâchez votre moto. Vous prenez une petite bâche, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Vous mettez ça dans un petit sac et vous bâchez votre moto. Parce que vous pouvez avoir le matin le problème de batterie. La batterie qui vous donne plus rien. On l'a eu la semaine dernière à Barcelonnette. Pas avec cette moto, mais avec la moto d'un collègue où la batterie voulait rien savoir. Deux solutions, on verra tout à l'heure dans les outils. Soit vous prenez un booster avec vous, soit prenez au moins, vous savez, les câbles qu'on a dans les voitures pour passer d'une batterie à l'autre. Ça peut vous dépanner d'avoir un couple de câbles. Le booster vous dépannera encore plus.
Autre petite panne que vous pouvez avoir qui est un peu gênant, c'est tout simplement une ampoule. Une ampoule qui va griller, une ampoule de phare, une ampoule de clignotant ou une ampoule de phare arrière. Donc il faudra prévoir des ampoules de rechange pour votre moto. Et aussi, on va le voir sur cette machine. Voilà ce que j'ai fait sur cette machine, c'est que les fusibles ici ont été déportés. Il y a les deux caches fusibles étanches ici. Donc vous pouvez avoir un fusible qui claque. Donc il faudra penser à avoir des fusibles de rechange. En pièces détachées aussi, ça c'est rare. Vous pouvez avoir un filtre à essence à changer, mais sur 10 000 km, si vous partez avec un neuf, ça ne sera pas la peine de le changer. Voilà. Quant à l'amortisseur, bon ben évidemment, si vous avez un amortisseur qui fuit ou quoi que ce soit, là il n'y a pas de maintenance à faire, c'est changements de l'amortisseur. On verra comment on gère ce genre de panne. Si je dois démonter ma roue avant, parce que j'ai crevé et que je dois la porter chez un réparateur ou faire changer le pneu, ici c'est très simple. Il suffit que je bloque l'axe ici avec un tournevis. Et de l'autre côté, miracle, je retrouve ma grosse clé où j'ai un écrou ici de fixation. Il me suffit de desserrer l'écrou, de maintenir l'axe. Ensuite, une fois que j'ai desserré l'écrou, je sortirai mon axe et je pourrai avoir accès à ma roue. Pour démonter la roue arrière de la R100GS, rien de plus facile. Il y a donc un bras porteur côté droit. Ici j'ai 4 écrous, comme sur une voiture. Une clé, enfin une clé à pipe ici de 17 avec un bras de levier un peu important pour pouvoir forcer. Je démonte mes 4 écrous et je peux sortir ma roue comme une roue de voiture. Rien de plus simple. Donc on a vu en premier lieu les outils nécessaires à la maintenance préventive de la moto. Donc on a vu que ça tenait en quelques outils. Ici, ce sont les outils ou accessoires que vous devez avoir pour une panne. Si vous avez une panne qui sera une panne basique, hein. C'est-à-dire que on a une panne de crevaison, on a une panne de batterie, des choses comme ça. Donc en quoi se décompose le kit? Ça c'est ma façon de voir. On verra qu'on prend quand même une trousse à outils avec d'autres outils, parce que vous pouvez être amené à démonter un carburateur, il faut quand même des outils de base. Une trousse à outils, on va la détailler. Ici, on a le booster pour la panne de batterie. Je vais détailler ça aussi, avec ici un petit gonfleur, des kits de réparation tubeless, des petits morceaux de durite comme on a vu. Il est bon, alors pour les motos à carburateur, d'avoir du start pilote. Ça, vous le mettez le matin quand il fait très froid, vous mettez ça dans l'arrivée d'air au niveau de la boîte à air et ça aide au démarrage. Et évidemment du scotch américain qui permet de dépanner beaucoup de choses et du Chatterton toilé pour les câblages électriques. Et ici c'est parallèle à la moto, c'est pas tout à fait pour la moto, c'est une batterie solaire. Voilà, c'est une batterie qui va chauffer avec le soleil, qui va se charger avec le soleil. Vous la mettez sur votre moto derrière par exemple, sur le top caisse, ça va prendre le soleil toute la journée et vous avez ici ça peut faire lampe aussi, et vous avez des prises USB surtout en sortie, et vous allez pouvoir recharger votre téléphone portable par exemple ou autre chose éventuellement. Bon, avec une batterie solaire comme ça chargée complète, vous faites à peu près deux recharges de téléphone. Alors la trousse de base, voilà, ça c'est des outils que vous pouvez retrouver pour un peu tout. C'est-à-dire que vous avez par une petite pince qui permet de tenir un câble, un tournevis, une partie plate ici, une partie cruciforme, vous pouvez intervertir pour pouvoir voilà, ouvrir le bac à liquide, un carburateur. Vous retrouvez une petite pince que vous pouvez prendre à main, une pince coupante dessous, des petites clés à laine, ça peut toujours servir. Voilà. Un jeu, un petit peu de clé plate qu'on retrouve souvent sur les motos, du 10, du 12, du 13.
ça c'est important aussi, c'est le démonte valve. Voilà, si vous devez démonter votre valve de pneu. Alors ce qui est intéressant, donc là la trousse elle est quand même assez complète, c'est ce genre de clé où vous avez ici, vous voyez, vous avez du 12 et vous avez ici du... Alors je vois pas trop bien mais c'est pas bien grave. Et vous avez un petit basculement ici. Donc si vous basculez, en fait vous passez du 12 au 13 ou du 13 au 12. Donc avec un seul orifice ici, vous avez deux clés. Pareil de ce côté-là, vous avez du 10 et puis du 8. Voilà, vous basculez ici, vous passez de 8 à 10. Donc ça permet d'avoir, avec une seule clé, vous avez 4 disons, diamètres de serrage, desserrage. Et vous avez ici pour du 8, du 10, du 12, et vous l'avez par exemple ici en beaucoup plus grosse. Je ne vais pas vous la sortir, et c'est le même principe, vous êtes autour du 17, 19, donc avec une seule clé, vous avez 4 diamètres de clés. Donc cette petite trousse à outils, ça tient, bon, c'est un petit peu lourd, mais vous pouvez vous débrouiller pour des petits trucs de base. Un petit pinceau, ça permet de nettoyer, si vous avez un peu d'essence, de nettoyer quelque chose. Voilà ce qui est intéressant d'avoir aussi, ça prend pas de place. Tout un jeu de colliers, des petits colliers de serrage pour une durite à essence, pour une entrée d'air, pour des choses comme ça. Des petits colliers, alors si possible inox, donc évidemment il faudra un tournevis à tête plate pour les serrer. Donc ça peut servir. Ça c'est un jeu de vis. Ce qui est intéressant aussi, prenez tout un jeu de boulons de différentes tailles, du 8, enfin tous les boulons que vous avez, ou les écrous plutôt que vous avez sur votre moto, et privilégiez évidemment du nil stop, parce que vous allez voir quand vous roulez 5-6 000 km, la plus grosse des pannes que vous allez avoir, c'est de la boulonnerie qui va se faire la malle et des choses qui vont commencer à bouger. Donc prenez des écrous en plus. Ça c'est des têtes de vis de différents calibres que vous pouvez monter sur un outil qui est par là. Voilà, vous montez votre tête de tournevis ici, vous pouvez avoir accès à plusieurs sites, du cruciforme, du plat. Ça prend pas de place, c'est léger, ça peut dépanner. Idem ici. Des jeux de fusibles. Alors privilégiez évidemment les fusibles de votre moto, mais si votre copain il a d'autres ampérages, donc vous en prenez plusieurs, parce qu'en recherche de panne, des fois on en claque plusieurs. Et des petits sucres, ça sert aussi, hein, ça répare pour des petits câbles électriques dessoudés, c'est facile, ou des cosses. Voilà, ça fait une petite boîte, c'est léger, ça prend pas de place, et ça sert toujours comme des petits colliers. Des petits colliers, vous changez un câble électrique, et ben vous êtes obligé de couper des colliers. Là vous en avez. Et du câble électrique, un morceau de câble, ça peut servir pour faire une recharge de panne, une continuité par exemple, ou changer un câble qui est défectueux. Voilà. Un petit morceau de caoutchouc, ça sert toujours, ça permet de éventuellement fixer quelque chose au guidon avec quelque chose qui amortit un petit peu, ou pourquoi pas de colmater une durite ou un morceau de quelque chose avec un bout de caoutchouc. Pareil, c'est très léger. Voilà pour la trousse à outils classique. Là, elle est quand même assez complète par rapport aux outils qu'on a vus tout à l'heure. Donc, au niveau de la crevaison, donc je rappelle, ces crevaisons plutôt d'école, hein, vous avez un corps étranger dans la bande de roulement du pneu. Donc deux types de kits. Ça, bon, ce sont un kit de réparation de chambre à air, comme pour les vélos, et le kit de réparation qu'on dit à mèche ou à caoutchouc. Donc celui-ci il est un petit peu difficile à mettre en œuvre, il faut un outil spécial. Je ne vais pas vous détailler la procédure parce que je pense qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent.
on met un morceau de caoutchouc ici dans cet outil. Après avoir bien nettoyé le trou où il y avait le corps étranger avec la râpe ici, vous avez un système ici qui permet de bien nettoyer. On va rentrer le caoutchouc dans le trou avec un mouvement adéquat, on va dire. On va ressortir l'outil, le caoutchouc devrait rester dans le trou et ça permet de colmater le trou. Ensuite, si vous n'avez pas de mini compresseur, avec des cartouches de gaz, vous percutez une ou deux cartouches dans votre pneu et vous regonflez votre pneu. Bien sûr, une fois que ça c'est fait, il faut rejoindre une station pour pouvoir soit vérifier la pression, soit améliorer la réparation du pneu. Ce kit, je l'utilise pas parce que je l'ai en spare, disons, mais c'est un petit peu difficile au niveau technique que pour faire rentrer le caoutchouc et le maintenir dans le trou. Moi, je préfère ce qu'on appelle ici j'appelle moi le kit champignon, hein, c'est des champignons. Comment ça se présente? Vous avez ici donc une espèce de pince, hein. Là c'est le mode d'emploi, mais je pense idem qu'il doit y avoir pas mal de vidéos qui en parlent sur YouTube. Donc voilà, vous avez pareil, on retrouve une râpe. Donc une fois que vous avez retiré votre corps étranger avec la râpe, donc ça vous permet de bien nettoyer le trou. Voilà. Ici d'agrandir éventuellement le trou. Vous rentrez ceci dans le trou. Et ensuite, donc je ne me rappelle plus exactement l'utilisation, mais vous avez des petits champignons comme ça. Et avec cette pince et l'outil adéquat, vous allez faire rentrer dans le trou ce champignon à l'intérieur du pneu. Donc la partie ici, la tête du champignon va être à l'intérieur, et cette partie là, qui est le cône, enfin le cylindre de caoutchouc va ressortir. Et il suffira de couper à ras pour avoir colmaté le trou. Donc rentrer le champignon, voilà, vous avez la pince. Rentrer le champignon, c'est pas trop compliqué. Ça permet d'avoir une bonne étanchéité au niveau du pneu. Et ensuite, évidemment, pareil, hein, vous rejoignez un garage pour pouvoir vérifier votre pression des pneus et éventuellement si le pneu, vous pouvez continuer à rouler comme ça. Bien, et puis une fois que vous avez donc réparé votre pneu, pour le gonfler, donc il y a les petites cartouches de gaz, mais bon, si vous n'en avez pas, il y a possibilité d'avoir un petit compresseur, donc comme celui-ci qui est assez léger, il ne prend pas beaucoup de place. Vous avez donc une connexion électrique, soit par pince crocodile sur votre batterie, soit si vous avez prééquipé votre batterie avec les cosses, le plus, le moins, vous pouvez brancher soit l'un soit l'autre au niveau du raccord ici, et ensuite vous pouvez utiliser votre mini compresseur. Alors vous avez un interrupteur ici, donc, en marche. Bien sûr, cette partie là vous l'avez connecté sur votre valve de pneu, donc c'est assez court, il faut être assez près du pneu. Et vous avez le manomètre ici de contrôle de pression. Alors évidemment, chose importante, quand vous faites cette manipulation là, faites-le avec le moteur de votre moto tournant. Démarrez votre moto et ensuite vous mettez en route votre compresseur. Sinon vous allez vider votre batterie de moto et vous allez vous retrouver avec un pneu gonflé mais une moto qui ne voudra plus repartir. Et là il faudra utiliser le booster. Donc c'est une très bonne transition pour vous présenter le booster. Voilà. Donc voici le booster. Alors qu'est-ce que c'est que cet animal? Donc c'est un outil qu'il est bon d'avoir malgré que ce soit assez lourd. Là vous avez des pinces, on voit que c'est quand même des pinces assez imposantes, assez lourdes. Le booster en lui-même c'est un accumulateur, donc il est assez lourd. Son rôle c'est facile, ça remplace, vous savez, quand vous êtes en panne de batterie, que vous avez des câbles, que vous faites le shunt entre une batterie qui est en bon état et votre batterie qui est faible. Vous démarrez la batterie qui est en bon état, vous démarrez le moteur et ensuite vous pouvez faire démarrer le véhicule dont la batterie est en panne. Ça remplace la batterie qui est en bon état, c'est-à-dire que c'est un accumulateur, vous allez le brancher sur le secteur, il va se charger
Hein, ça va être un gros accumulateur, vous branchez ça comme un téléphone portable ou un ordinateur, et il va emmagasiner de l'énergie. Ensuite, vous allez brancher à ce niveau-là, donc vos grosses pinces. Voilà, vous avez le câble ici. Alors pourquoi elles sont grosses? Parce que ça peut démarrer une moto, ça peut démarrer une voiture, ça peut démarrer aussi un camion. Hein, donc voilà, vous branchez vos grosses pinces, vous branchez évidemment vos pinces sur votre batterie, donc le plus en premier, le négatif en deuxième, et quand vous retirez, c'est l'inverse, vous retirez le négatif en premier et le plus en deuxième. Quand vous branchez, c'est facile à retenir, quand vous branchez ou quand vous retirez votre plus, il doit être tout seul sur la batterie, donc vous avez l'ordre. Hein. Et une fois que vous avez fait votre branchement, vous appuyez ici. Voilà, donc là on voit qu'il n'est pas complètement chargé. Vous appuyez tout simplement ici et vous allez démarrer votre batterie. Vous allez démarrer votre moto et toute l'énergie pour démarrer va être pompée sur ce booster. Voilà, donc c'est assez puissant. Hein, vous pouvez tenter plusieurs démarrages. C'est assez riche en ampérage. En plus, ça fait une lampe. Hein, vous pouvez éclairer dans votre camping. Et vous pouvez aussi, vous avez une prise USB, vous pouvez recharger votre téléphone, recharger votre frontal, recharger ce que vous voulez. Donc ça sert aussi de batterie extérieure, mais surtout ça permet de démarrer votre batterie quand elle est à plat. Donc pensez à le charger. En général il tient bien la charge, mais vous voyez il est presque plein et ça fait plus de 6 mois que je ne l'ai pas rechargé, donc c'est vraiment très très fort en énergie. L'inconvénient c'est que c'est assez onéreux, c'est assez cher, un kit comme ça c'est environ 200 €, mais ça vous permet au moins de vous sortir de tout défaut de batterie. Si vous êtes perdu dans la pampa ou dans le désert, ça remplace un démarrage par câble. Si vous n'avez pas cet équipement là, prenez avec vous simplement les câbles, vous savez les câbles de transfert entre deux batteries, ça permet s'il y a un véhicule qui vient, qui s'approche ou que vous allez chercher de pouvoir vous dépanner. Là c'est vraiment si vous êtes seul, le booster. D'autres équipements qu'il est bien d'avoir, ça on en a parlé tout à l'heure, c'est une batterie solaire donc, qui se charge avec l'énergie solaire, vous laissez derrière sur votre top case ou sur votre sacoche réservoir, elle va se charger toute une journée. Et ça permet le soir d'avoir aussi une petite lampe et de recharger éventuellement votre téléphone. Ça peut faire à peu près deux recharges de téléphone, sachant que pour la charger elle complètement il faut une grosse journée de soleil quand même, hein. C'est pas comme si vous la branchez sur le secteur, mais ça permet de vous dépanner. Des petites sangles, une petite sangle, voilà, ça permet toujours d'attacher. On a un top case qui s'est dessoudé, un support de top case qui s'est dessoudé, ça permet de maintenir pour rejoindre un garage. Idem pour des tendeurs comme ça, hein. C'est toujours bon d'avoir un tendeur, ça vous permet de, si vous achetez quelque chose qui est un peu encombrant, juste sur 2 km, vous pouvez tenir votre chose. Le tendeur c'est toujours bon. Du Chatterton toilé. Alors le Chatterton toilé pour évidemment isoler des câbles électriques ou maintenir des câbles entre eux. Voilà, on voit ces collants, c'est comme de la toile qui colle. C'est plus costaud, ça se décolle beaucoup moins que le Chatterton classique. Et c'est léger. Et vous pouvez voilà, même faire tenir une cosse sur un câble ou faire tenir des câbles entre eux. Et surtout ça, à ne pas oublier, c'est le fameux scotch, ce qu'on dit scotch américain, scotch toilé. Alors lui, l'avantage, c'est que voilà, pour que je me trompe pas de sens, si l'avantage c'est que ce scotch il est très puissant et il se découpe sans cutter. Voilà, vous prenez votre scotch et moi vous pouvez réparer par exemple une durite d'essence qui fuit ou un câble, un durite qui est percé. Hein, ça tiendra très bien même au carburant. Et moi avec ça j'ai réparé par exemple après une grosse chute, une bulle. Vous faites tenir des morceaux de quelque chose, vous faites tenir des câbles entre eux, un bout de cadre légèrement dessoudé ou de porte-bagages qui est légèrement dessoudé. Vous pouvez maintenir ça en force. Ça c'est absolument avoir le scotch américain. Scotch toilé, très pratique, il vous dépanne dans tous les domaines. Voilà pour les outils
pour les petites les pannes qu'on va considérer comme petites. Et voilà, après les outillages, voilà un exemple de pièce de rechange qu'il est bon d'avoir sur vous. Si vous partez sur un raid assez long, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Donc si je récapitule, là on verra la boîte à bière, hein, c'est la boîte à pression, ça c'est important ça. Ça c'est le filtre à huile, un filtre à huile de rechange hein, qui se présente... il n'est pas ouvert, mais si. Ici, pour la GS1, comme on a dit qu'elle avait été modifiée, c'est un filtre à huile de voiture. Filtre à huile de rechange. Filtre à air, on a dit que c'était pas la peine. Ici, il manque le petit filtre à essence, vous savez, en plastique. Des bougies de rechange. Là, j'en ai que 3. Pourquoi pas une chambre à air avant, une chambre à air arrière qui puisse rentrer dans le pneu si vraiment vous avez une grosse déchirure du pneu. Par contre, il faut des gros démonte pneus. Vraiment, c'est vraiment le cas extrême. Ça, c'est à titre vraiment où vraiment vous êtes en prévention de se dire si j'ai un gros problème avec le pneu, je peux vous monter une chambre à air. Mais bon, c'est vraiment très très délicat. Ici, cette petite boîte, c'est pas mal pour ceux qui ont des accélérateurs et des embrayages à câble. C'est un kit de réparation de câbles standard. Hein, il y a des petits arrêtoirs de câbles avec des longueurs de câbles. Vous pouvez vous réparer un câble avec ça. C'est sympa si vous n'avez pas le câble d'embrayage ou les câbles d'accélérateur d'origine. On retrouve ici des joints SPI. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais des joints de SPI de fourche. Parce que si vous avez commencé à avoir une fuite au niveau de la fourche, si vous n'avez pas les joints de rechange, ça va être difficile de se les procurer. Alors évidemment, changement de joint SPI, il faut trouver un garage. Ici, spécifique à la GS, ce sont les joints moteurs. Joint d'embase, joint de culasse, voilà, joint au niveau du moteur. Ça je les ai parce que je les emporte parce que je les ai. C'est très léger, ça prend pas de place, il faut faire attention de ne pas les abîmer, de ne pas les tordre. Ici ce sont des joints SPI d'embase moteur. Bon, c'est un peu spécifique au twin de la GS, mais ce sont des joints SPI où il y a des tubes qui rentrent dedans et ils sont un petit peu faiblards, ceux-là, ils ont tendance à fuir. Un caoutchouc de carburateur que j'ai, mais bon, ça c'est parce que je l'ai. Ça peut être important. Ce sont les membranes de carburateur. Donc ça, si ça se perce au niveau du carburateur, il est plus étanche et ça ratatouille. Donc ça prend pas de place, c'est léger, des membranes de carbu. On a dit les ampoules. Donc l'ampoule de phare, là c'est une ampoule de frein clignotant, ou évidemment prenez une H4 pour le phare. Et ma petite boîte de pression. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte de pression? Et ben on retrouve tout ce que je vous ai dit. Les petites, donc ça c'est les arrêtoirs de câbles, toutes les petites rondelles d'étanchéité qu'on a vu tout à l'heure pour les vidanges. Voilà. Et vous avez vu que c'est bien marqué, c'est-à-dire joint arrière, voilà, du joint de vidange intérieur. J'ai bien noté, pas seulement avec la référence, mais j'ai bien noté où ça se situait. C'est facile. Ça, ce sont des bouchons qui peuvent aller sur le moteur. Donc prenez toute votre petite gamme de rondelles métalliques, vous voyez, de joints cuivre. Vous voyez, en plus ça peut se monter sur plusieurs motos, et vous mettez, si vous voulez, la référence, et vous mettez où ça se situe, hein, ça vous évite de chercher. Voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de place, et c'est vraiment indispensable pour éviter des petites fuites, parce que pour commander ça, bon, c'est pas pratique. C'est la boîte à bière. Et quelles sont... Ici j'ai une petite trousse, alors je suis pas obligé de la mettre dans une trousse, mais c'est pour vous présenter les pièces que si vous cassez, vous allez être bien embêté. Ici vous avez un levier d'embrayage,
Parce que si vous cassez votre levier d'embrayage, eh ben vous allez être bien embêté. Si vous cassez votre levier de frein avant, vous pouvez toujours rouler et freiner de l'arrière. Mais si vous cassez votre levier d'embrayage, donc même si vous avez des très bonnes protections de main, prenez un levier d'embrayage, ça coûte pas cher. Et ici j'ai un sélecteur de rechange. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais quand vous perdez votre sélecteur sur la route, ça m'est arrivé une fois, ben vous vous retrouvez bête et méchant arrêté sur le bord de la route avec la vitesse enclenchée et vous ne pouvez pas repartir. Alors avec un peu de chance vous retrouvez votre sélecteur, mais sinon vous pouvez en prendre un en spare. Et des antiparasites comme on disait tout à l'heure. Pour si vous avez un antiparasite défectueux, voilà, c'est très léger, ça prend pas de place. Et là vous avez vraiment les pièces pour les petites pannes, pour les petits soucis, c'est bien de les avoir, ça prend pas de place et vous pouvez vous sortir d'ennui facilement. Donc là, vous avez l'ensemble des pièces de rechange à emporter pour la maintenance et pour des petites pannes classiques. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour une grosse panne. Bien, eh ben, on a vu pas mal de choses. On a vu les outils nécessaires à la maintenance de la moto si vous partez. On a vu les outils nécessaires pour des petites pannes, ce qu'on appelle les pannes classiques qui peuvent arriver, comme la crevaison, comme un problème au niveau du carburateur, des choses comme ça. Alors pour les carburateurs, sur certaines machines, comme sur celle-là, il existe des kits. Vous avez tous les joints et les pointeaux, etc. pour pouvoir changer. Ça prend pas de place, c'est pas cher. Si vous pouvez, prenez un kit de joints et pièces carburateur, ça peut vous dépanner. Mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout prévoir et que tous les outils que vous avez prévus, tous les outils annexes que vous avez pris et toutes les pièces de rechange que vous avez prises, eh ben, il va y avoir la panne que vous n'avez pas prévue. On a vu le cas au Maroc sur un pignon de sortie de boîte qui s'est cassé, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc vous aurez toujours la loi de l'emmerdement maximum, c'est-à-dire la panne que vous n'avez pas prévue. Alors, on ne peut pas tout emmener en pièces de rechange, c'est pas possible. Limitez-vous à ce qu'on a vu. Par contre, vous pouvez prévoir quelque chose. Ça, c'est un tuyau que je peux vous donner. Admettons que vous vouliez partir loin, longtemps, et que vous avez des doutes sur certaines pièces de votre moto. À titre d'exemple, sur ces modèles-là, le cardan, il y en a qui se disent le cardan il peut faiblir. En fait, c'est pas le cardan qui faiblit, c'est l'amortisseur qui faiblit, et après c'est le cardan qui encaisse. Mais admettons, ce serait bien d'avoir un cardan de rechange, mais je ne vais pas emmener un cardan de rechange, hein, c'est trop, ça fait un peu riche, ça va prendre de la place, ça va prendre du poids. Qu'est-ce que je peux avoir encore comme panne embêtante? Je peux avoir un piston segment qui va flancher. Moi, je ne vais pas emporter un piston segment pour cette machine. Ça ferait riche, il faut emmener carrément un camion d'assistance. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des doutes sur certaines parties de votre moto, chez vous, avant de partir, vous préparez des cartons. Vous préparez un petit carton. Dans ce petit carton, vous mettez toutes les pièces nécessaires à un changement de cardan. Le cardan, plus éventuellement des joints, plus éventuellement, je ne sais pas, de la visserie. Et vous mettez carton numéro 1 et vous notez c'est le cardan. Carton numéro 2, ça va être pièces moteur. Admettons piston, segment, joint, etc. Et si vous partez avec cette moto-là, n'oubliez pas de mettre dans votre carton cet outil. Donc n'oubliez pas de mettre dans votre carton cet outil qui est encombrant, qui est lourd. C'est une clé spéciale pour pouvoir démonter les écrous ici de sortie d'échappement. Si vous n'avez pas cette clé, vous ne démontez pas votre moteur, vous ne démontez pas votre culasse. Cette clé elle est lourde, elle est exclusivement BMW. Donc si vous ne la trouverez pas dans les garages, voilà, à moins que vous soyez vraiment dans des concessions
qui répare les vieilles BMW. Donc cet outil-là, si vous ne voulez pas l'emmener avec vous, mettez-le dans le carton numéro 2, pièce moteur. Voilà. Et admettons un carton numéro 3, pièce de boîte de vitesse. Je dis n'importe quoi. Et vous faites vos 3-4 cartons en fonction des parties qui vous paraissent sensibles. Quand vous partez, si tout se passe très bien, tout se passe très bien, admettons que vous ayez une panne de cardan, voilà, vous êtes à tel endroit, dans une ville, perdu dans un pays, téléphonez chez vous, vous dites à la personne, bah, écoute, envoie-moi le carton numéro 1 à telle adresse, poste restante, boîte postale. Voilà, comme ça, bon, vous attendez un petit peu, vous attendez quelques jours, vous attendez une semaine, mais vous pouvez être dépanné. Essayez de vous dépanner, voilà, et de repartir sans vous trimballer toutes les pièces de rechange de votre moto. Que dire de plus? Je pense que j'ai pas mal fait le tour sur la philosophie, disons, d'outillage et des pièces de rechange. Prenez des outils pour la maintenance de votre moto avec les pièces de rechange qui vont avec. Prévoyez des outils spécifiques pour des pannes classiques, la crevaison, le problème de carburateur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, des fuites au niveau de l'essence, des choses comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un bon topo. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube 45e Parallèle Nord. Mettez un pouce hein, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors moi je ne suis pas un influenceur de génie de la mort qui tue. Moi je fais ça pour me faire plaisir et pour apporter quelques enseignements à ceux qui veulent partir d'eux-mêmes. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera peut-être pas une vidéo de moto, ce sera une vidéo sur la plongée qui risque d'être intéressante. Et pour la moto, je reviendrai peut-être sûrement même pour une vidéo sur ma façon, moi, de voir la navigation. Voilà, c'est un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui, mais ce sera intéressant pour certains. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, Code Phare.